Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo exceptionnelle, je suis honoré d'accueillir Scipion sur la chaîne. Merci Scipion. Merci à toi Benoît, content de venir parler un petit peu ballon rond avec toi. Bah moi aussi, c'est un honneur. Pour ceux qui connaissent pas Scipion ou Adrien Mathieu, pour ceux qui sont un peu dans le monde du journalisme, il est donc journaliste chez Le Point. Tu sors quasiment toutes les semaines, même toutes les semaines des articles chez Le Point.fr. Et il est aussi créateur de contenu sur Twitch principalement, mais maintenant sur YouTube. Là j'ai vu que tu te mettais à fond sur YouTube, ça fait plaisir. On essaie de sortir des petites émissions, voilà j'étais avec Bruce Granek, Braque, Kanto, Zach sur hors-jeu, mais voilà j'avais aussi volonté de pouvoir publier des petites émissions, des petits contenus, notamment voilà, en invitant des entraîneurs, des éducateurs, des journalistes pour faire de l'analyse. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment une encyclopédie du foot. Merci. Les amis, il connaît tout sur tout, enfin pas tout, mais c'est impressionnant la culture foot qu'il a, donc vous allez le voir un petit peu dans cette vidéo. Et il y aura une autre vidéo également sur les Girondins de Bordeaux, donc n'hésitez pas à vous abonner bien entendu, comme d'habitude à liker et à commenter si vous passez un bon moment. On est donc parti, je te laisse, on va présenter nos 10 joueurs, enfin 5 joueurs chacun, qui nous ont déçus par rapport à un transfert, donc des transferts décevants. Je te laisse commencer, honneur aux invités, mon cher Scipion. Moi j'en ai noté 5, t'en as noté 5 aussi. On a essayé de prendre des différents bien sûr, et puis voilà, vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou non. Alors quand tu m'as posé la question des transferts les plus décevants, c'est le premier qui m'est venu en tête instinctivement et je pense qu'il va parler à tout le monde parce que pour moi, je pense que ça reste l'un des plus gros échecs industriels, c'est évidemment Eden Hazard au Real Madrid. Quand on se souvient du joueur qui était à Chelsea et surtout la dernière saison qu'il a réalisée à Chelsea sous Maurizio Sarri où il va remporter l'Europa League contre Arsenal en finale, où il fait une campagne qui est incroyable avec Olivier Giroud notamment, mais c'était vraiment un joueur qui était tellement dominant à Chelsea. Alors oui, il y avait des petites blessures de temps en temps, mais ça restait quelqu'un qui était quand même fiable, régulier. Il arrive au Real et même si le prix est assez élevé, plus de 100 millions d'euros pour une dernière année de contrat, bah, ça restait quand même le Eden Hazard, celui qui avait été impressionnant aussi avec la Belgique à la Coupe du Monde 2018. Et moi, je trouvais que c'était le matching parfait, tu vois. CR7 s'en va, enfin, il y a besoin d'avoir un nouvel ailier, d'avoir un nouveau joueur dominant dans ce style de jeu. Et là, patatras, et évidemment il y a une séquence, enfin une action qui a précipité sa chute, c'est la fameuse blessure avec Thomas Meunier, le contact PSG Real Madrid, enfin c'était au Bernabeu, et à partir de là il n'a jamais été plus le même, et même avec la Belgique, tu vois, quand il est revenu sur les grandes compétitions, Euro 2021, Coupe du Monde 2022, ça a été un échec, et il n'a été plus que l'ombre de lui-même, et pour moi ça a été tellement un échec cuisant qu'il en a même arrêté sa carrière de manière très tôt. Je pense que c'est un joueur qui était lassé du monde du foot, et c'est pour moi un de mes plus gros regrets. Et en même temps, c'est regret oui et non, parce que quand on a vu Eden Hazard à Chelsea, bah, joueur fantastique sur tous les aspects, enfin vraiment un des joueurs les plus impressionnants de Premier League. Allez regarder encore des résumés, des highlights d'Hazard chez les Blues, c'était assez fascinant. Et la manière dont ça s'est terminé au Real et surtout son aventure madrilène, alors que pour moi, bah, tout était réuni pour qu'il performe. Je dis pas évidemment qu'il aurait pu faire comme CR7, c'est impossible, mais tu vois, être au moins un joueur utile qui apporte. En plus, bah, tu vois, avec Vini, avec Rodrigo, avec Benzema, enfin, c'est des joueurs qui parlent le même football. Enfin, ça aurait dû s'entendre sur le terrain et ça s'est terminé voilà par une retraite prématurée. Ouais, malheureusement. D'ailleurs, lors de sa dernière saison, il a mis ce but mythique là, face à Liverpool, où il fait grand pont et frappe de malade. Ça montrait qu'il était en forme, mais il est arrivé au Real, on le sait, avec des quelques kilos en trop peut-être, une mentalité différente. Et j'ai regardé il y a pas longtemps un podcast par rapport à ça, de ses anciens coéquipiers qui parlaient de lui. Il y avait Obraniak, il y avait Salibur par exemple, qui est un de ses meilleurs amis, qui disait qu'en fait il est arrivé au Real comme il arrive à Chelsea chaque année, avec ses quelques kilos en trop, et que bah, il avait l'habitude en 2-3 semaines de préparation physique d'être au top. Mais le fait en Espagne, on sait que les médias c'est compliqué aussi, par exemple la Canelca à l'époque, quand t'arrives à quelques kilos en trop en Espagne, c'est pas comme à Chelsea ou à Lille, directement les médias te prennent en grippe. Mais c'est sûr que ouais, Hazard personnellement, je pense qu'il est dans mon top 10 de mes joueurs préférés, donc j'aurais pu le mettre aussi, mais je me doutais que potentiellement t'allais en parler, donc j'ai évité de le choisir. On va passer donc à mon premier joueur, les amis. J'aurais pu en prendre 5 du PSG, hein. J'aurais pu prendre Messi par exemple, où j'ai été un petit peu déçu de son passage, dédicace à Bruce Granek, mais j'ai préféré parler d'Hatem Ben Arfa, qui est un joueur, moi, qui m'a toujours intrigué. Et on peut dire que son transfert au Paris Saint-Germain a été un échec, hein, tout simplement. Je me suis noté quelques statistiques. Déjà, quand il arrive au PSG, il sort d'une énorme saison à Nice. Sa meilleure saison. Il a toujours en fait eu des saisons, une saison sur deux en général. Hatem Ben Arfa, c'était assez mitigé. Mais il sortait de 6 mois sans club. Il arrive à Nice, parce que voilà, il était parti de Newcastle en janvier. Il arrive en juillet à Nice. Il explose tout. Je me suis noté ses statistiques. Donc, il fait 37 matchs, 18 buts, 7 passes D. En position de second attaquant, milieu créateur, c'est des statistiques de folie. Et en plus, tu peux rajouter une quinzaine de petits ponts et des dribbles de folie. Et il arrive au PSG dans un mercato compliqué. Lo Celso, Meunier, Ressé, Krikoviak, Gonzalo Guedes. C'était dur, hein.
Spécial Antero Henrique, celle-là, il était moche ce mercato. Une stratégie différente, on essaie d'avoir un peu moins de stars, etc. Et au final, la stat que je me suis notée, c'est qu'en 2 saisons, il fait 1136 minutes, 32 matchs, 4 buts, 7 passes D. Et avec des vidéos comiques, on se souvient plus de ces vidéos comiques que de ses buts. Là, je pourrais même pas me rappeler d'un but de Ben Arfa au PSG. Il n'y en a aucun qui me vient. Par contre, je me rappelle de ces vidéos tellement vraies. Je demande juste à jouer, c'est mon métier. Parce qu'il avait eu une sorte de bisbille, je sais même pas comment qualifier ça, mais apparemment avec le propriétaire du club, l'émir du Qatar. Ouais, ça, il était venu le voir en disant ouais, faut que je joue plus quoi. Et genre, il pensait que c'était un N+1, genre, en mode c'était l'entraîneur, sauf que c'était même plus le N+1. Là, quand je parle de l'émir de Qatar, c'est une personne les plus influentes au monde. Et ça, c'est pas passé aux yeux de Nasser. C'est la royauté. Même si c'est pas ton pays, il faut quand même respecter. Mais bon, au moins, il montrait qu'il avait envie. Hein. On peut dire qu'il était motivé. Mais en plus, pour terminer sur Ben Arfa, ce qui est marrant, c'est qu'il va quand même gagner une Coupe de France avec Rennes face au Paris Saint-Germain en finale. Donc voilà, en tant que supporter parisien, ça faisait un petit peu mal parce qu'on voyait qu'il l'a dégusté. Mais pour l'ensemble de sa carrière, moi, c'est un joueur quand même que j'ai beaucoup apprécié, Ben Arfa, qui pendant mon enfance m'a un petit peu bercé avec Newcastle, etc. Donc franchement, je suis quand même content pour lui qu'il ait pu gagner un truc après le Paris Saint-Germain, montrer que c'était quand même un grand joueur, même s'il n'avait pas forcément la mentalité. Donc voilà, moi, c'est un joueur qui m'a énormément déçu au Paris Saint-Germain, donc je tenais à le dire dans cette vidéo. On peut passer à ton deuxième joueur, Scipion. Je crois qu'on va rester, on a parlé d'Hazard tout à l'heure, on va rester sur Chelsea. Parmi tous les attaquants qu'ils ont recrutés, il y en a qui n'ont pas été fantastiques, notamment Fernando Torres, on pense beaucoup à lui. On a eu aussi le passage éphémère d'Higuaín, Morata aussi au niveau du Falcao, ça n'a pas été une grande réussite. Le retour de Lukaku, pareil, un flop monstrueux. Mais j'ai préféré parler d'un joueur que moi j'adore et qui à l'époque, j'étais persuadé qu'en allant à Chelsea, ça allait continuer. C'est évidemment Andrei Shevchenko qui arrive de l'AC Milan, qui a été un attaquant magnifique en Serie A, un des meilleurs buteurs de sa génération, un joueur fantastique avec l'Ukraine, avec les Rossoneri, qui en plus a remporté le Ballon d'Or en 2004. Et pour moi, Shevchenko à Chelsea, c'était le mélange idéal. Alors oui, il y avait déjà Drogba, mais tu vois, Drogba, c'était quelqu'un, il avait expliqué d'ailleurs chez Zach Nani, qu'il avait souvent réclamé d'avoir un attaquant pour tourner autour. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a souvent vu ensuite, après avec Anelka, avec Salomon Kalou, etc. Mais Shevchenko, tu vois, au niveau des profils des deux, je me suis dit, ça va être un matching parfait, même je peux rajouter Crespo. Et là, Shevchenko, ça a été un flop total. Il y a des joueurs, en fait, pour qui, même s'ils ont cartonné dans un championnat, dans un très grand club qu'ils ont remporté avec des champions, la première ligue ou un autre championnat, ça s'adapte jamais, ça matche pas. On peut même pas, tu vois, parler d'un Immobilier qui est très très fort en Serie A, mais qui n'a pas su s'imposer à Séville et à Dortmund. Il y en a qui sont pas faits pour ça. Et Shevchenko, malgré que c'était un investissement assez colossal, il a jamais su s'adapter. Il est reparti ensuite au Milan. Enfin, il a continué jusqu'à jouer l'Euro 2012 avec l'Ukraine, mais ça a jamais été vraiment le même. Mais encore une fois, s'il y a des jeunes auditeurs, viewers sur ta chaîne, allez voir pareil le Shevchenko, Dynamo Kiev fin des années 90, début années 2000 au Milan, c'est vraiment un des buteurs qui m'a le plus impressionné, je pense, avec Ronaldo Nazario. Ouais, complètement. De toute façon, il l'a pas volé son Ballon d'Or. Mais ouais, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est fan de Chelsea et c'est vrai qu'il me parle souvent de ce transfert, que c'est un grand regret pour tous les fans de Chelsea. Mais ouais, en dehors de même la Première Ligue, qui est un championnat très dur où il faut s'adapter, etc. Voilà, c'est le meilleur championnat du monde, même si à l'époque avec la Serie A, après la Liga, voilà. Mais quand même, t'as tout ce qui est autour du football. Moi, par exemple, sur l'année dernière, je vivais en Angleterre et tu vois, j'ai pas du tout aimé cette culture, etc. Okay. Donc en vrai, moi, je pense c'est même sûr qu'autour du football, il y a tellement d'éléments qui jouent que même des grands joueurs ne peuvent pas s'adapter à tous les championnats et à tous les pays. Moi, je suis parti sur un joueur, j'ai fait la passerelle entre Ben Arfa et Sneijder à Nice. Ok. Voilà, on parlait de Nice avec Ben Arfa. On aurait pu parler de Bordeaux aussi, parce que toi, supporter bordelais, Ben Arfa joue à Bordeaux. Pas un grand souvenir, malheureusement. Pour venir sur Sneijder, il arrive à Nice en 2017. Je pense que tu t'en souviens très bien. Et il arrive déjà à Nice un peu comme Hazard au Real avec quelques kilos en trop. Et il arrive après 5 saisons en Turquie à Galatasaray où c'est vraiment devenu une légende là-bas. Il a tout gagné là-bas, il a gagné le championnat, il a tout, vraiment c'est devenu une légende. Il arrive à Nice, on se dit ok, pourquoi pas, il est en fin de carrière, 33 ans. Mais voilà, Sneijder, pour ceux qui connaissent, 2010 avec l'Inter, 2011, en 2010 il aurait pu potentiellement gagner le Ballon d'Or. Ça reste un joueur quand même iconique et donc on se dit pourquoi pas. Et puis je me suis noté ses statistiques en Super League, il sort d'une saison à 28 matchs, 5 buts, 15 passes décisives. Donc c'est pas, peut-être que c'était au moment où il y avait Didier Drogba, je suis pas sûr, ça a vérifié, mais il sort quand même d'une belle saison, il n'arrive pas non plus complètement cramé. Et à Nice, il signe à 300 000 euros bruts par mois, donc quand même une belle retraite, une pré-retraite. Mais il arrive avec des blessures, etc. Et puis ça le fait pas du tout pour lui, parce que tu avais Favre à l'époque, le coach de Nice, qui jouait en 4-3-3 pointe basse. Et donc Sneijder, on sait, c'est vraiment soit il joue 10, soit il joue ailier gauche. Dans un 4-3-3 pointe basse, Favre, il le mettait en tant que numéro 8.
Et à 33-34 ans, trop d'efforts pour lui. Donc ça l'a pas fait du tout. Et je crois qu'il a joué combien de temps? Il a joué 5 matchs à Nice, quelque chose comme ça. Au bout de 6 mois, il est parti au Qatar. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. Il a joué 5 matchs en Ligue 1, 400 minutes en 6 mois. Et il est reparti directement au Qatar. Donc moi, en tant que fan de Ligue 1, toi d'ailleurs qui travaille pour la Ligue 1 sur Instagram, je me suis dit on va parler un petit peu de Ligue 1. Et Sneijder, c'était vraiment un monument qui arrivait en Ligue 1. Et il a vraiment rien fait. Donc pour moi, c'est décevant. C'est sûr, quand on annonce que le Wesley Sneijder de l'Inter de Mourinho des Pays-Bas 2010 arrive en Ligue 1, il y a un petit frisson. On se dit, voilà, ça va être un joueur. Évidemment, on sait qu'il y a un âge avancé, mais voilà, c'est un gros nom. On se dit qu'en plus, Nice de Favre, ça parle un petit peu football. Et en plus, je me souviens à l'époque, j'avais interrogé un journaliste turc justement sur l'état Sneijder. Il m'avait dit, oui, c'est un joueur qui a tendance un petit peu à prendre du poids. Et c'est vrai qu'il arrivait sur la Côte d'Azur avec des kilos en trop. Mais au niveau des performances, ce que tu as dit, c'était vrai. C'est que Galatasaray, c'était encore un joueur, certes, qui n'était pas non plus tout le temps rayonnant, mais qui pouvait rendre des services. Et voilà, je pense que ça fait partie de ces gros transferts comme Kluivert à Lille à l'époque ou Morientes à l'OM où mine de rien le nom plus l'âge ça dépasse l'entendement et le mariage ne se fait pas et ça s'est vite arrêté heureusement parce que comme tu dis tel salaire pour Nice c'est difficile à encaisser. Ouais, mais sur l'idée ça semblait bien parce qu'en plus Ben Arfa partait au PSG, tu le remplaçais par Sneijder, une autre star. Franchement, sur le papier, j'étais convaincu. Ok, on peut passer à ton troisième joueur, Scipion. Vas-y, fais-nous rêver. Écoute, on parlait de Shevchenko, on va rester sur les numéros 9. C'est un joueur qui, pour moi, m'avait impressionné à l'époque à Porto. Et quand il arrive à l'Atlético de Madrid, je suis convaincu que ça va être une star et qu'il va prendre à merveille la succession de Falcao. C'est Jackson Martinez, autre Colombien. Et pareil, le Jackson Martinez de Porto, pour avoir revu des séquences, c'était un monstre à la fois physique, mais aussi dans la finition. Et en plus, ce qui est étonnant dans ce transfert raté, estimé autour de 35-40 millions d'euros, c'est que l'Atlético, mine de rien, se trompe assez rarement sur ses neufs. On va prendre vraiment dans le passé, mais mine de rien, tu fais la liste. Forlan, Agüero, David Villa, Diego Costa, Griezmann si on le considère tel quel, Morata, cette saison qui est bon. Ouais. Memphis Depay, Mandzukic. Ok, tu peux prendre 2-3 joueurs qui n'ont pas fonctionné, type Moussa Dembélé, Kalinic, mais c'était des attaquants remplaçants, tu vois. Et quand ils mettent le paquet sur un 9, normalement, ça matche toujours. Et là, Jackson Martinez, ça a fait un flop total. Il a marqué très très peu de buts. Ça a coûté cher. Et en plus, tu vois, il était annoncé aussi à l'AC Milan. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? C'est difficile à dire. Pareil, on parlait, tu vois, d'adaptation. Peut-être que le Cholismo, c'est pareil, c'est une religion, c'est tellement particulier à rentrer dans le moule que lui, peut-être que ça lui a pas plu. Il est parti en Chine et après, aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est la trajectoire, c'est qu'il fait maintenant du rap chrétien, quoi. Ouais, donc, c'est vrai. Il a vraiment totalement changé de bord. Et moi, je me souviens à l'époque, quand il arrive à Atlético, en plus, c'était l'Atlético, tu vois, qui montait vraiment en puissance, qui avait fait finale 2014, qui était bien installé, où tu avais une super équipe. Je me dis, ce type de neuf pour remplacer les Falcao, Diego Costa, c'est parfait et finalement ça a été un flop terrible. Ouais, l'association avec Griezmann sur le papier ça faisait rêver. Hein. Tu voyais un Griezmann presque au sommet de son art parce que là en ce moment en finale on le redécouvre au sommet de son art. On pensait que vers 2016-2014 il était au top mais finalement non. On voyait une association sur le papier magique. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, ceux qui jouent un petit peu à FIFA, Jackson Martinez à l'époque de Porto et de l'Atlético, c'était une référence sur FIFA. Alors pourquoi ça n'a pas marché, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne là-dessus. Peut-être que pareil, c'est l'adaptation au pays. Peut-être que c'était le Cholismo. Mais ouais, je suis curieux je vais peut-être aller regarder après des interviews de Jackson Martinez, voir comment il l'explique. Ok, intéressant. Moi, le troisième dont je vais vous parler, les amis, dont je vais te parler, Scipion, c'est Gervinho à Arsenal. Et je pense que même des gens ont oublié qu'il a joué à Arsenal. Okay. Il sort de Lille, champion de France avec Lille, il fait une saison incroyable. Eden Hazard, Gervinho, Moussasso, Aubragnac, Johan Cabaye, Balmont, voilà, une vraie belle équipe, Adil Rami, etc. Il arrive à Arsenal parce qu'Arsène Wenger est fan de lui, il le veut absolument, il pense vraiment que ça va devenir son ailier gauche de référence. Et au final, Arsenal, c'est un vrai flop parce que, comme les autres jours, je me suis noté ces statistiques. En Ligue 1, 35 matchs, 15 buts, 11 passes D, l'année où ils sont champions de France. Il arrive à Arsenal, il fait 28 matchs, 4 buts, avec 5 petites passes décisives pour 2000 minutes. Un vrai flop, il enchaîne sur une deuxième saison, il se dit peut-être que c'était la saison d'adaptation, on sait qu'il y en a souvent, la deuxième saison peut être meilleure. Pas du tout, au final 18 matchs seulement de Première Ligue, 5 buts et 3 passes D avec des blessures en plus pour cette deuxième saison. On se dit ok, peut-être que Gervinho n'a pas le niveau pour les grands clubs, surtout qu'Arsenal à ce moment-là c'était pas forcément la période la plus simple pour jouer, franchement. C'est un petit peu l'époque où Arsène Wenger ça commençait à être compliqué, où ça finissait top 4 au mieux. On disait souvent qu'Arsenal, le top 4, ça rimait bien, ça finissait souvent 4e. Et au final, après, il s'envolera à l'AS Roma, où il sera totalement incroyable, où c'est même devenu
un joueur phare de l'AS Rome. Là où sa valeur marchande d'ailleurs a atteint des sommets, c'était à l'AS Rome, c'est même pas Arsenal. Donc voilà, moi Gervinho, tu vois, je me dis peut-être que certains qui nous regardent avaient oublié qu'il avait joué à Arsenal, parce qu'on n'en entend jamais parler, c'est pas un joueur qui a marqué ce club. Et Arsenal, c'est quand même dans l'actualité en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas. Ah, c'est étonnant, tu vois, j'aurais vraiment pas pensé à lui parce que le Gervinho de Lille était un magnifique joueur et c'est vrai qu'à Arsenal, son passage est pas incroyable, mais je n'entendrais pas, tu vois, qu'il soit non plus il super performe. Enfin, à Lille, je pense qu'il a peut-être atteint son plafond de verre et la Roma aussi. Et je pense que dans un plus grand club, peut-être que le tremplin était trop pour lui. Mais après, enfin voilà, il a su bien rebondir. Et voilà, après, on a parlé de l'adaptation à la première ligue. Les stats sont pas, tu vois, ignobles. C'est juste que des fois, bah voilà, ça matche pas, ça va pas jusqu'au bout. En plus, c'est un Arsenal, voilà, qui commençait petit à petit à reculer, même si c'est une équipe qui a accroché toujours le top 4. Mais c'est vrai que je pense que Gervinho, pour lui, les Gunners de la première ligue, c'était peut-être trop. Ouais, bah, tu passes d'Arshavin à Gervinho, c'est vrai que sur le papier déjà t'as un petit problème. À toi Scipion, je crois que c'est ton 4e si j'ai pas de bêtises. C'est exactement ça. Pour l'avant-dernier, j'ai choisi un joueur et qui symbolise un mercato qui a été un fiasco total. C'est Bonucci à l'AC Milan pour 42 millions d'euros. Ce mercato fast à plus de 200 millions d'euros pour finir l'ère Berlusconi, entamer le cycle chinois. Et ils ont investi massivement sur Çalhanoğlu, sur Biglia, sur André Silva, sur Musacchio et sur Bonucci. Et au final, bah, quand tu investis comme ça, c'est vraiment pour que le Milan retrouve les sommets qui ont été les leurs, tu vois. Et bah, ça l'a jamais fait, puisqu'ils n'ont même pas réussi à accrocher une qualification en Ligue des Champions. Ça a été très fluctuant sous Montella. Ensuite, Gattuso est arrivé, mais même ça, tu vois, ça n'a pas permis. Il a vraiment fallu attendre bah, voilà, Pioli pour retrouver la Ligue des Champions. Et j'insiste, mais vraiment un mercato aussi cher en Serie A, c'était du jamais vu. Normalement, tu as de cette garantie. Alors oui, à l'époque, la Juve était quasiment intouchable parce que tu avais des joueurs fantastiques et que Conte, Allegri avaient instauré cette forme de dictature. Hein. C'était vraiment hyper dur d'aller chercher. Mais quand tu investis 200 millions d'euros en Serie A, normalement, tu t'attends à ce qu'il y ait des bons résultats et minimum d'accrocher avec des champions, le podium. Et là, bah, ça a fait un flop total. Et pareil, Bonucci, tu vois, qui en plus a eu un comportement assez bizarre. Partir de la Juve, il marque, il fait, voilà, lavez-vous la bouche par rapport à ce que vous m'avez dit sur moi et finalement pour revenir à la Juve, tu vois, tout ce sketch. Donc voilà, un joueur qui en plus je trouve a été assez décevant dans son passage à Milan et même le retour à la Juve. Au début, pourquoi pas, mais ensuite, ça a été vraiment déclinant. Et la meilleure version de Bonucci, c'était vraiment les premières années sous Conte, Allegri, avant qu'ils partent à San Siro. Ouais, bah, c'est un joueur qui a été bon surtout avec Chiellini et Barzagli. C'était vraiment le trio en sélection et à la Juve. Et quand il va au Milan, moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est on sait Milan et Juve, c'est deux clubs rivaux. Il s'est beaucoup fait critiquer par rapport à ça, mais il prend directement le brassard du capitaine. C'est vrai. Et ça, moi, déjà, en général, j'aime pas trop quand un joueur arrive dans un club, surtout les grands clubs, et qui prend directement le brassard. Tu vois, par exemple, Thiago Silva, quand il arrive à Chelsea, il est nommé vice-capitaine, pas directement capitaine. Pour moi, quand tu mets directement un grand joueur, certes, mais capitaine, c'est un mauvais signe pour ton vestiaire, un mauvais message, on va dire. Et après, surtout pour revenir à la Juve après, et en plus être mauvais. Et cette saison à l'Hertha Berlin, il est vraiment mauvais aussi. Union Berlin, ouais. Union Berlin, pardon. Union Berlin où il perd tous ses matchs quand il est titulaire. Il a pris 1 point depuis qu'il est arrivé. C'est vraiment le symbole d'un fiasco total. C'est compliqué. Fin de carrière compliquée, mais bon, ça reste quand même un bon joueur. Mais c'est vrai, transfert très décevant et surtout très mauvaise opération pour le Milan. C'est vraiment les heures sombres du Milan et je suis quand même content pour ce grand club qui revienne sur le devant de la scène. On enchaîne sur mon 4e joueur. Moi, là, j'ai fait une petite dédicace au FC Nantes. Je sais pas si tu as vu aujourd'hui, au moment où on tourne, mais Pierre Aristouille a été licencié. Voilà, c'est le FC Nantes imprévisible, instable, inqualifiable qu'on connaît bien. Compliqué, hein. Vivement que Kita s'en aille un jour pour voir vraiment le potentiel de retour de ce club. On aurait pu faire une vidéo carrément sur Aristouille, mais c'est pas l'objet du jour. Mais en tout cas, j'avais envie de vous parler de Libombé. Pour ceux qui suivent Nantes, vous le savez très bien, mais pour ceux qui suivent peut-être un peu moins, je vais vous en parler et vous expliquer un petit peu. Libombé, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du FC Nantes, pour plus de 10 millions d'euros. Pour ceux qui ne savent pas, Kita est un réseau d'agents, par exemple Bayat, etc. Enfin, il y a une sorte de... pas de mafia, j'ai pas envie d'employer des mots un peu durs, mais en gros, il y a beaucoup d'agents qui sont autour du club du FC Nantes et qui recrutent énormément en Belgique. Ils ont un fort réseau de recrutement en Belgique, constitué essentiellement d'agents, pas de scouts, mais que des agents. Et donc là, Libombé, c'était un joueur qui venait de Belgique, un jeune joueur qui avait 21-22 ans à ce moment-là. On se disait, bah, pourquoi pas le FC Nantes commence à investir. On reprochait souvent à Kita d'être un petit peu radin. Là, il investit 10 millions sur Libombé, un jeune joueur ailier percutant qui mettait des coups francs en Belgique. On se dit, bah, pourquoi pas. Et ça a été un vrai flop au FC Nantes. C'est vraiment le symbole j'en ai parlé là dans cette vidéo, parce que pour moi, c'est vraiment le symbole de l'ère Kita, du mauvais recrutement, du mauvais scouting.
ou en Ligue 1, il fait une première saison à 29 matchs, un but, 2 passes D, donc voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus pour un joueur offensif, c'est très compliqué. Et il enchaîne sur une deuxième saison avec 4 matchs et un but, et il partira au mercato d'hiver. Donc voilà, c'est toujours à l'heure actuelle le transfert le plus cher de l'histoire du FC Nantes, et ça reste un très très gros flop. Voilà, je sais pas si toi t'avais suivi cet épisode-là un petit peu de près, mais... Ah bah oui, bah ça concerne la Ligue 1, et surtout, comme tu as dit, ce mercato nantais qui a beaucoup tourné autour des magouilles d'agents et de la Belgique, et très souvent, t'as du Renaud Edmond, t'as du Karem Bodji, t'as ce joueur-là, et ça l'a jamais fait. Et je pense que heureusement, cette année, ils ont enfin investi sur une cellule de recrutement. Ils ont pris d'autres profils, tu vois, un Douglas Augusto, un Comert, enfin, tu vois, des joueurs qui apportent autre chose. Mais pendant plusieurs années, ça a tourné vraiment autour de la Jupiler League. Et le pire, c'est que quand t'es nantais et que tu regardes. Qu'en Jupiler League, tu as du Junia Ito, t'as, bon, peut-être les prix auraient été trop chers, mais t'as du Osimhen, t'as du Mofi, t'as du David, et toi tu ramènes vraiment les pires joueurs de ce championnat, tu te poses des questions et tu te rends compte que t'as des petites magouilles d'agents. Après évidemment, Libombe, Edmond, Mbodji, ils ont été performants là-bas, mais tu vois, c'était pas sain de vraiment ramener que des joueurs de ce championnat-là, et surtout, faut vraiment essayer de définir le meilleur contexte possible à Nantes, et si tu ramènes un mec juste parce qu'il est dans ton portefeuille d'agent, sans prendre en compte son utilité sportive, 90% c'est voie à l'échec. Comme tu l'as dit, il y a des excellents joueurs en Belgique, c'est vraiment un championnat de tremplin. Donc ouais, c'est assez bizarre le FC Nantes, et on a hâte de voir un autre président un jour dans ce club pour réellement exploiter le potentiel d'un des plus grands clubs français de l'histoire. Ok, on est déjà au dernier joueur de Scipion. Vas-y, fais-nous rêver aussi sur ce dernier joueur. Allez, on est allé chercher un beau transfert à 90, 100 millions d'euros. Parce que lui, je pense que c'est même plus un flop. Je sais même pas comment le qualifier tellement c'est décevant. En plus, d'avoir des déboires judiciaires, d'être violent avec sa compagne, c'est évidemment Anthony à Manchester United. Aujourd'hui, on demande à un ailier d'apporter quelque chose sur son côté, et même dans cette volonté de percuter, de faire des différences en 1 contre 1, par le dribble, par la vitesse, lui il est tout le temps arrêté, il revient, il fait une passe derrière. C'est fou à quel point il est... Mais c'est même plus neutre, je trouve que c'est un élément négatif qui vraiment ne donne absolument rien à Manchester United. Et pourtant, je me souviens, un de ses premiers matchs, il rentre, il marque. Enfin, il y a aussi ce truc de se dire, ok, comme Martial à l'époque, c'est un jeune, mais il va pouvoir... Il y a peut-être une petite étincelle, un petit frisson à Manchester United. On a besoin de ça aujourd'hui. Et en plus, tu vois, dans la culture des ailiers passés par ce club, les Beckham, Ronaldo, Giggs, Best, etc. Normalement, quand t'arrives à Manchester United, t'es censé... Voilà, Nani a fait tellement plus que lui. Et là, aujourd'hui, c'est un joueur qui est juste connu pour avoir fait une toupie en Europa League, quoi. Son fameux dribble signature, mais c'est terrible. Mais aujourd'hui, pour moi, la meilleure action d'Anthony, c'est d'avoir fait ce petit highlight pour les caméras. Mais sinon, c'est un flop monstrueux. Et pourtant, tu vois, Ten Hag, qui est un entraîneur intelligent, je pense, même si ça se passe pas très bien pour lui à Old Trafford, l'a connu à l'Ajax, il a su maximiser son potentiel. Et je pense que quand il le prend, il se dit, ok, peut-être que la première ligue, c'est dur, mais il va pouvoir apporter quelque chose, tu vois, même en sortie de banc. Et là, c'est vraiment fiasco total. Moi, Anthony, j'ai cru fort en lui, j'avoue. Dès le début, c'est beaucoup fait critiquer à Manchester pour son prix déjà, et pour ses premières performances. Et moi, je croyais vraiment en lui, je l'ai défendu corps et âme dans des débats, parce que l'année dernière, comme je te le dis, je vivais en Angleterre, donc je le défendais vachement. Je vivais avec un supporter de City, donc je défendais ce joueur de United. Et je l'ai vu au stade 2 fois, et les 2 fois, il a été excellent. Donc j'avais encore plus envie de croire en lui. Je l'ai vu face à City lors du 6-3 à l'Etihad Stadium. Oui, c'est vrai. Et Anthony te met une frappe de loin, pleine lucarne, incroyable. Donc moi, c'est un joueur auquel j'ai beaucoup cru. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Les amis, j'avoue que je me suis trompé. Et je pense quand même qu'il peut rebondir dans un autre championnat. Mais c'est vrai que le contexte, je sais pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est vraiment l'ailier négatif par excellence. Il y a des ailiers qui prennent moins de risques que les anciens ailiers dans les années 2000. Par exemple, un Bukayo Saka sur un côté, il va moins essayer à chaque fois de dribbler. Il va souvent jouer en retrait, souvent chercher une bonne passe. Anthony, lui, c'est vraiment tout le temps. C'est vraiment... Mais j'aurais pu même citer Jadon Sancho, tu vois, c'est vraiment le même profil d'ailier. Et encore plus, c'est vrai que Sancho a été plus impressionnant à Dortmund, je trouve, qu'Anthony à l'Ajax. Et c'est fou à quel point tu as mis quasiment 200 millions sur 2 ailiers qui n'existent quasiment plus sportivement aujourd'hui. À Sancho, moi, c'est l'inverse. Moi, j'y ai pas cru à United, j'avoue. Okay. J'étais un petit peu l'antagoniste au départ. Tout le monde y croyait, moi, j'y croyais pas. Mais ouais, Anthony, je me suis vachement emballé sur lui. Bon, dernier joueur déjà pour moi. Je vais te parler d'un Bordelais. Ah. Alors, je t'ai parlé d'Atem Ben Arfa, je t'ai parlé de joueurs de Ligue 1 parce que tu travailles pour la Ligue 1. Et le dernier, je voulais finir avec Yoann Gourcuff, qui est pour moi, de ce que j'ai vu, vu que moi j'ai 23 ans, les amis, c'est le plus grand joueur de Bordeaux que j'ai vu. Un joueur qui m'a fait rêver, qui a même été comparé à Zidane à ses débuts.
comme Marvin Martin, mais un petit peu plus longuement, avec cette fameuse double roulette face au Paris Saint-Germain de Yoann Gourcuff, tout simplement incroyable. Moi, c'est un joueur qui m'a fait rêver, et à Bordeaux, il gagne le championnat de France. C'est les premiers souvenirs que j'ai des Girondins de Bordeaux, c'est ce duo Gourcuff-Chamac qui a fait rêver toute une ville, mais même nous, en dehors des supporters, ça nous faisait kiffer de voir une équipe aussi forte. Et même en Ligue des Champions, ce quart de finale perdu face à Lyon, à l'époque de TF1, c'était incroyable de voir ça. Et il arrive à Lyon, Gourcuff, on se dit, c'est l'époque quand même, Lyon n'est plus au sommet, mais on se dit, ça peut être le renouveau, ils vont rechercher à aller chercher les titres, on va essayer de reconquérir la France avec Yoann Gourcuff, qui, comme je le dis, c'est le chouchou des Français, pas forcément en interne en équipe de France avec les Patrice Evra, etc., mais d'un point de vue médiatique, il a une très bonne image, il est excellent à Bordeaux, il sort d'une saison où ils sont champions de France, où c'est pas un joueur qui stats énormément, on le compare beaucoup à Zizou par rapport à ça, mais il sort de 43 matchs avec Bordeaux, et on le sait, à Lyon, l'histoire est compliquée par rapport aux blessures, surtout. Il y a peut-être des problèmes mentaux aussi, on est obligé d'en parler, parce qu'il y a quand même une fois où il s'est blessé en promenant son chien. Ça, j'y croyais pas, mais ça a été confirmé. Donc, il y a peut-être des choses plus mentales que vraiment physiques, mais c'est les deux. Et en fait, il avait un salaire tellement énorme à 7 millions d'euros par an que les supporters en attendaient énormément. Quand il arrive à Lyon, c'est pas forcément dégueulasse, il sort 36 matchs quand même, et puis après, ça devient compliqué, il dépassera pas les 23-25 matchs, à part une saison de 30 matchs, mais il était remplaçant, il rentrait à la 70e, donc ça compte pas vraiment. Mais voilà, il est resté jusqu'à la fin de son contrat à Lyon, ça a été très compliqué pour le club d'un point de vue financier. Tu perdais 7 millions par an sur un joueur qui ne jouait pas et qui t'apportait rien. Donc pour moi, c'est un énorme flop, et puis c'est tellement un joueur qui avait un potentiel fou que c'est triste d'avoir vu ça de notre vécu, quoi. Je ne peux qu'aller dans ton sens. Moi qui ai vu Yoann Gourcuff de mes propres yeux au stade durant 2 ans, je pense que c'est l'individualité la plus forte qu'il y a eu à Bordeaux au XXIe siècle. Il y a des très très bons joueurs, Malcolm, Chamac, Wendell, Kavenaghi, Alou Diarra, Souleymane Diawara, Carasso, Trémouinas, etc. Mais lui, vraiment, dans ce qu'il dégageait en termes de magie, on a souvent dit justement le terme, de nouveau Zidane, avec Meriem, Megni, Martin, Gourcuff. Je pense que Gourcuff, c'était celui qui s'en approchait le plus. Vraiment, en termes de finesse, de classe, de joueur unique à son poste. Et c'est vrai qu'il y a eu la Coupe du Monde 2010, et je pense que ça n'a jamais été plus le même depuis ce moment-là. Je pense qu'il a vécu quelque chose là-bas, et on ne sera peut-être jamais l'explication totale. Je dis pas que il s'est fait victimiser, brutaliser, parce que il y a des bruits de couloir, on va pas aller dans le sens des rumeurs, mais vraiment il y a eu un changement chez lui à partir de ce moment-là, et t'es obligé de l'expliquer en termes de facteurs. Et à Lyon, oui, quand il part, en plus en fin de mercato, nous à Bordeaux on est déçus parce que on aurait aimé le garder pour peut-être relancer quelque chose, une pièce dans la machine. Et à Lyon, quand ils le prennent, on se dit que c'est quand même un renfort de qualité. Et là c'est le Yoann Gourcuff qui a dérivé, qui enchaîne les blessures, les pépins physiques. Il y a quand même eu, 2-3 petits moments de magie. Je me souviens de ce but contre l'OM où il fait un super crochet avant de fusiller Mandanda, qui est vraiment digne de Gourcuff, de sa magie. Et après ça a été même le retour à Rennes, il y avait quelques matchs, je me souviens d'un match au Vélodrome, pareil, où il est excellent avec Ousmane Dembélé. Il y a Dijon où c'est éphémère, ensuite il arrête sa carrière. Aujourd'hui, je crois qu'il est prof ou joueur de tennis. Il est totalement passé à côté. Médiatiquement, on l'entend plus parler. Mais j'insiste vraiment, le Gourcuff de Bordeaux, c'était sur une autre planète. Ouais. Non, mais c'est un joueur qui a jamais été très à l'aise avec son image publique, les médias, etc. Et je crois que quand il va à Rennes, je crois que c'est pour rejoindre son père, Christian. Exactement. Et c'est peut-être un contexte où on croyait peut-être que ça allait être mieux. Ça n'a pas été mauvais non plus à Rennes, mais je pense c'est un joueur qui a vraiment besoin de confort. Et je pense qu'à Bordeaux, il a vraiment ce confort de se sentir à l'aise. Là où à Lyon, peut-être qu'à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué, avec plus de pression et d'enjeux peut-être aussi. Écoute, c'est déjà fini, mon cher Scipion. Passez vite. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Vu qu'on parlait des Girondins, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y aura une autre vidéo, peut-être qui est déjà sortie à ce moment-là. En fait, je vous avoue que je ne sais pas laquelle je sortirai en premier. Mais il y aura une autre vidéo qu'on va tourner juste après sur les Girondins de Bordeaux, sur leur saison actuelle et comment ils sont passés de champions de France en 2009 à jouer peut-être le maintien en Ligue 2 cette saison, on verra bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller suivre Scipion sur tous ses réseaux, tout est dans la description les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était BR10 et Scipion, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peace. Salut.